Ça n'empêche pas de commencer. En tout cas, merci beaucoup d'accepter de faire ça pour nous parce que ça nous fait passer un moment vraiment exceptionnel. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que c'est une chance extraordinaire. Nous, on a déjà eu la chance de faire ça en Floride, d'aller voir un astronaute. Mais on était peut-être 200 personnes dans la salle, donc c'était pas évident de placer des questions. Je le connais probablement. C'est Donald Don quelque Thomas. chose. Yeah, c'est ça. Voilà, c'est celui-là. Don Thomas, oui, un scientifique brun, enfin brun peut-être plus. Mais super sympathique. Vraiment. Il a fait des missions Space Lab, c'est-à-dire des missions à bord de la navette comme ça, là. Ouais. Waouh. Mais dans laquelle toute la soute est remplie d'un gros bidon pressurisé connecté au cockpit à l'avant. Et c'est aménagé en véritable laboratoire scientifique. Ça transforme en fait la navette spatiale en station spatiale pour une quinzaine de jours. Ouais, excellent. Il bosse dur dedans. Ils nous a expliqué par exemple. 70 expériences. En général, il y a 70 expériences et puis il y en a 5 qui travaillent en permanence. Wow. Dans tous les domaines de la physique. Alors c'est un peu orienté. Lui, je crois qu'il est plutôt dans les matériaux de mémoire ou dans les trucs un peu techniques plutôt que médecine. Enfin bon. Bah, c'était génial. Et en tout cas, de t'avoir rencontré toi après, par la suite à Paris, et d'avoir remis le couvert, de pouvoir à nouveau s'entretenir avec un astronaute, bah, c'est fantastique. Parce que là, je suis tout seul de ma famille, de ma communauté, mais là j'ai que des champions devant moi, donc moi j'ai fait mon premier saut avant que vous soyez tous nés là. Et bim. Vous savez, des parachutes hémisphériques là. Yes. J'ai même fait les sauts sur les parachutes militaires sans une seule fente. Après, j'ai sauté sur 6520. Je sais pas, ça doit pas parler à beaucoup là. Non. Le 6520, c'est un hémisphérique. Et il y a un endroit où on a enlevé complètement un fuseau. Mais pour pas qu'il s'ouvre, on a mis des croisillons pour que ça garde la forme. Et puis, ça fait une cuillère, voilà. Et mon instructeur de l'époque, qui était champion du monde... ce que je vous racontais l'autre fois, Pierre Arassus, qui a été un grand champion du monde et qui faisait des carreaux en 6520 avec ce parachute hémisphérique. La vache. Et qui est l'inventeur de la réduction. Alors, ce n'était pas la réduction vraiment en boule comme il y a maintenant, mais c'était une réduction déjà bien réduite et c'est comme ça qu'il battait les records de temps dans la voltige, là, les tour-salto. Tour-salto, ouais. Ça vous dit plus rien, ça, maintenant parce que Si. Ouais, on sait ce que c'est, mais on ne pratique pas nous-mêmes, ouais. Voilà, on commence par qui? Je voulais proposer à Coralie, vu que c'est la plus jeune, de poser la première question. Tu es en France? Non, je suis au Canada en ce moment. Ah oui, il y a un petit accent là. Ok, donc ma première question, c'est, on sait qu'un parcours pour devenir astronaute, c'est vraiment difficile. Puis je me demandais si vous avez déjà pensé à tout abandonner, puis si oui, qu'est-ce que vous vous dites pour vous motiver à continuer puis à persévérer là-dedans? Alors en fait, c'est pas si difficile que ça. C'est juste que il faut être câblé dans sa tête pour ce genre de job. D'abord, le métier d'astronaute, c'est quoi? Il y a beaucoup d'idées. Le métier d'astronaute, c'est un métier d'opérateur. Les astronautes, ce sont des opérateurs de machines complexes en environnement extrême aussi. Ce n'est que ça. Quand on dit que les astronautes font de la recherche scientifique, c'est un abus de langage. En fait, nous mettons en œuvre du matériel scientifique pour le compte de scientifiques qui sont au sol. C'est eux qui analysent les données. Alors, aujourd'hui, à ce jour, à part 7 milliardaires ou plusieurs dizaines de fois millionnaires qui ont acheté un ticket de vol 20 ou 30 millions de dollars pour vivre une semaine dans l'ISS, tous les autres astronautes à ce jour sont des professionnels qui vont dans l'espace pour faire leur job. Et donc, ça reste un domaine des STEM, comme on dit. Vous savez, les STEM, c'est STEM en anglais, c'est les métiers des sciences, des techniques, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc, pour être astronaute, il faut avoir typiquement bac plus 5 minimum, avoir niveau master, dans un domaine qui est à caractère un peu matheux. Il n'y a pas encore de juristes, de littéraires, d'artistes peintres, mais a priori, toute personne qui aime bien la technique, qui est plutôt rationnelle et qui aime bien, je ne dirais pas qui aime les maths, mais qui aime les choses à caractère technique, qui aime être opérateur de machines complexes, qui aime comprendre comment les choses fonctionnent, il est forcément bien câblé pour faire le métier. Après, à la fin, ce qui est difficile, ce n'est pas le parcours,
c'est d'être le chanceux qui est pris à la fin. Parce que quand il y a une sélection, la sélection, elle est en deux parties au début. Alors, la sélection, elle s'étale sur un an. Il y a plusieurs étapes. Chaque étape dure un jour. Pendant cette journée, il y a des tests. Et à la fin, on ne garde que 10%. Et les 10% sont convoqués au test suivant 2 mois plus tard. Et au début, on cherche à identifier ceux qui ne sont pas faits pour le job. On ne cherche pas les meilleurs, mais ceux qui ne sont pas à leur place. Après, quand il ne reste plus que 200 personnes sur 8000, 10 000, eh bien, on cherche là à prendre les meilleurs là-dedans. Donc là, il faut réussir un peu mieux les examens. Mais il y a beaucoup d'aspects psychologiques. Mais je dirais, toute personne qui a fait des études un peu poussées après le bac, je veux dire, a le background académique pour réussir ce job. Et je dirais même que quelqu'un qui n'a pas fait d'études poussées en termes d'ingénierie, par exemple, mais qui a atteint un très haut niveau de plongée professionnelle, de pilotage par l'aéroclub au départ, et moi je connais des gens qui n'ont pas fait d'études, mais ils ont fait le pilote privé, pilote aux instruments, en aéroclub, monomoteur, bimoteur, après pilote professionnel, et ils sont pilotes de jet, d'avion d'affaires maintenant, ils seraient très très bons astronautes. Donc j'ai fait aucun sacrifice, et je connais pas d'astronaute qui ait sacrifié leur domaine de prédilection qu'ils adorent uniquement pour augmenter leur chance d'être astronaute, parce qu'ils se disent, si je fais de l'astrophysique plutôt que de la médecine, j'ai peut-être plus de chance, par exemple. Non, ça ne marche pas. Donc, le métier d'astronaute était ouvert. Je vais terminer là-dessus parce que je vais essayer de ne pas être trop long sur chaque question, mais le métier d'astronaute, au départ, il y a 60 ans, quand on a sélectionné les premiers, on les sélectionnait dans les métiers les plus proches, opérateurs de machines complexes. Donc, on prenait parmi des pilotes d'avions de chasse, si possible même pilotes d'essai. Chez les Russes, les Soviétiques, les Américains, les Européens, les premiers qu'on a sélectionnés, c'était des pilotes. Mais depuis, on a élargi au-delà, dans d'autres disciplines d'opérateurs, vous avez aussi pilote de ligne, pilote d'hélicoptère, plongeur professionnel, plongeur, nageur de combat, sous-marinier. Mais vous avez aussi beaucoup d'ingénieurs. On sélectionne aujourd'hui parmi les ingénieurs dans tous les domaines, électronique, informatique, matériaux, structure, propulsion. Il y a des ingénieurs en télécommunication, des ingénieurs en navigation sous-marine. Et puis, vous avez un éventail encore plus large dans les métiers scientifiques. Donc là, ce qu'il faut, c'est si possible d'avoir double master ou doctorat. À la fin, c'est des gens qui ont fait au moins 6-7 ans après le bac. Mais c'est tous les domaines, vulcanologue, océanographe, vétérinaire, chimiste, biologiste, physicien nucléaire, astrophysicien, chirurgien cardiaque, physiologiste, biologiste, enfin voilà, c'est très très large. Donc aujourd'hui, pour être astronaute, il faut d'abord le vouloir, et si les disciplines qui vous intéressent sont dans les STEM, S-T-E-M, sciences, techniques, ingénierie, mathématiques, ben, vous avez votre chance. Mais toi, tu as quel âge, Coralie? J'ai 16 ans. 16 ans? Ouais. Tu as toute ta vie pour être astronaute. Alors, je veux dire quelque chose qui va vous plaire, c'est que à compétences égales, si on prend 2 astronautes, 2 candidats qui ont exactement tout pareil au test, s'il y en a un qui, dans son CV, dit que le week-end, il fait du parachutisme, il fait de la plongée, de l'alpinisme, et il cherche à gravir les échelons, ça rajoute automatiquement des points, parce qu'on sait que quelqu'un qui atteint un haut niveau dans une discipline qui exige rigueur, des règles de sécurité, de gestion du matériel, de gestion de stress, de soi-même, c'est quelqu'un sur qui on sait a priori, sans rien connaître de la personne, on peut faire confiance. Alors, il n'est pas exigé dans le critère pour devenir astronaute d'avoir un brevet de parachutisme ou de plongée ou de pilotage ou d'alpinisme, mais celui qui affiche des degrés déjà avancés dans une ou plusieurs de ces disciplines, il a tout de suite des points en plus. Arnaud? Du coup, jusqu'à quel âge, en fait, tu peux prétendre à être astronaute? Alors, bon, moi, j'ai le record mondial de durée dans le statut actif, puisque j'ai été de loin, en tout cas en Europe, sélectionné le plus jeune à 26 ans, mais plusieurs années plus jeune que le second plus jeune.
Alors, je ne suis pas le plus jeune dans l'histoire, parce que Gagarine a volé à 27 ans et Germain Titov à 26 ans. Donc, ils ont été sélectionnés à 23, 24 ans. Et je suis un des rares qui soit resté actif jusqu'à l'âge de la retraite, qui à l'Agence spatiale européenne, c'est dans les contrats, le contrat de travail, c'est 60 ans. Donc, j'ai travaillé comme astronaute pendant 33 ans et demi, mais moi, c'est parce que je suis parti à la retraite. Et John Glenn a volé dans sa 78e année. C'est comme si moi, je volais dans l'espace en 2035. Alors, il avait quitté la NASA, mais bon, il avait aidé Clinton à se faire réélire, donc ça l'a aidé un petit peu. Mais tu l'as dit, la NASA voulait quelqu'un d'âgé de plus de 66 ans pour faire des expériences sur le vieillissement des cellules, notamment du cerveau, des neurones, etc. Mais bon, alors c'est vrai que c'est pas très représentatif. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu la recherche scientifique, il faut toujours avoir un éventail important d'échantillons pour avoir des résultats probants. Et John Glenn, à 78 ans, je peux vous dire, il était à l'extrême de la gaussienne. Vous connaissez la courbe de Gauss, hein, qui est définie dans une discipline, dans une performance donnée. Ben, il y a la moyenne, et puis il y a ceux qui sont très, très, très mauvais et ceux qui sont très, très, très bons par rapport dans le domaine dont on parle. Et lui, il n'a pas un pet de travers, quoi. Il faisait du sport tous les jours à 78 ans. J'espère être en forme comme lui à son âge. Et donc, pour répondre à ta question très simplement, l'âge limite aujourd'hui, à part l'exception de John Glenn, c'est juste l'âge lié au contrat qui te lie à l'agence spatiale qui t'emploie. Parce qu'elle n'a pas le droit de t'employer à un âge au-delà de l'âge limite. Maintenant, sur le plan physiologique, si tu es en forme, tant que tu passes la visite médicale, même à 80 ans, 85 ans, tu peux voler. Charlie Duke, un ami astronaute américain qui a marché sur la Lune, Apollo 16, avec John Young, mon héros, John Young, qui a volé 6 fois. 2 fois sur Gemini, 2 fois sur Apollo, 2 fois vers la Lune, dont 1 fois sur la Lune. Charlie Duke, il a volé dans mon avion, là, l'avion, vous connaissez cet avion, j'imagine. Tous les parachutistes qui rêvent de voler là-dedans. Il a volé il y a 4 mois dans mon avion à 84 ans. Il était en forme, il a passé la visite médicale d'aptitude. Voilà. Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite physiologique. Il faut juste passer l'aptitude médicale. Et l'aptitude médicale, elle ressemble un peu à une aptitude que vous passez, vous, pour exercer votre sport favori ou pour être pilote. Mais il y a des points sur lesquels on est moins sévère pour être astronaute que chez vous, et des points où on est plus sévère, et même des points sur lesquels vous n'auriez jamais rien su si vous n'aviez pas passé des tests médicaux pour être astronaute. On va regarder par exemple les dépôts de calcaire dans les artères, on va regarder des trucs au fond de la rétine, de l'œil. Moi, je passe devant 15 machines différentes tous les ans, parce qu'on nous propose, à tous les astronautes qui le souhaitent, on nous propose de continuer à passer chaque année la visite d'aptitude au vol spatial jusqu'à notre décès. Donc, c'est juste un moyen de suivre l'état de santé des astronautes, même une fois qu'ils sont à la retraite. Et chaque année, je passe devant 15 machines différentes, rien que pour les yeux. Mais on va chercher des trucs qu'on n'ira jamais chercher chez un parachutiste ou un pilote. Yo, est-ce que tu serais prêt à poser une question qui fasse pas trop mal, s'il te plaît, Yo? Une question qui fait pas trop mal. Vous m'entendez? Yes. Ouais. Oui. Alors moi, j'ai une question. Je me projette souvent en me disant un jour peut-être qu'il faudrait que j'arrête le para et ça me fait mal au cœur rien que d'y penser. Quand on fait son dernier vol, son prétendu dernier vol dans l'espace, qu'est-ce que ça fait quand on en revient et qu'on sait que potentiellement on n'y retournera pas forcément? Alors, je pense que ce n'est pas tout à fait comparable. Et déjà, lors de mon premier vol, le commandant nous a dit, vous savez, on ne sait jamais si on revolera, donc profitez-en au maximum. Ne vous dites pas, ce truc-là, je le ferai une prochaine fois. Dites-vous à chaque fois, il y a tellement de raisons politiques, budgétaires, médicales, technologiques, programmatiques, qui peuvent faire que vous ne volez pas après, même sans que ce soit même si c'est totalement indépendant de votre volonté, que profitez-en à chaque fois. J'ai eu la chance de voler 3 fois. Et je connais des collègues qui ont volé qu'une fois à cause de l'accident de Columbia ou des changements de programme. Par exemple, il y a un vétérinaire hyper calé, devenu un champion de l'exobiologie chez nous, sélectionné astronaute comme moi en 85, il y a 35 ans, vous voyez, ça
Ça ne rajeunit pas. Hein, il y en a qui étaient nés parmi vous, peut-être pas, hein, je crois pas. Et il n'a jamais volé. Il n'a jamais volé parce qu'il était affecté à une mission de vol conjoint franco-américaine de singes Rhesus. C'est un vétérinaire et puis le vol a été annulé pour plusieurs raisons. Et il n'a jamais volé parce qu'entre-temps, tous les vols avec les animaux, les gros animaux, n'ont plus lieu. Donc, à chaque vol, on n'est jamais sûr si on en fera un après, même si on est astronaute de carrière. Donc, quand j'ai fait mon 3e vol en 99, pour réparer le télescope spatial Hubble, est-ce que vous connaissez le télescope spatial Hubble? Yes. Regarde, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Bonne question, Yo. Très bon. Voilà, ça c'est mon outil de travail. C'est la maquette qu'on nous a donnée, sur laquelle c'est un plan en 3D, si vous voulez. Vous voyez. Waouh, ah ouais. Excellent. Et c'est ça qu'on avait sur notre bureau pour chaque jour apprendre par cœur le télescope. Bon, alors, c'est en carton, hein. Et puis même, vous pouvez regarder le gorille qu'il y a au fond, là. Vous voyez. Le gorille qui est au fond. Donc après ce 3e vol, il était envisagé que je sois à nouveau vers une mission Hubble prévue en 2004 ou 2005. Et l'accident de Columbia a tout annulé, a tout arrêté. Le Congrès a imposé à la NASA que toutes les futures missions après l'accident de Columbia en 2003, donc les missions ont repris l'été 2005, 2 ans et demi plus tard, soient uniquement vers l'ISS, qui peut servir de havre de sécurité au cas où, une fois dans l'espace, les astronautes qui inspectent le bouclier s'aperçoivent qu'il y a un trou comme celui qui a détruit la navette de Columbia. Donc finalement, les vols ont été annulés. Et en 2009, une mission Hubble a été ressuscitée grâce à un push très fort d'une congresswoman du Texas. Et comme il y avait beaucoup d'astronautes actifs qui n'avaient pas encore fait un seul vol, sur ce vol, on a mis 2 super vétérans américains et tous les autres étaient rookies, faisaient leur premier vol. Ça a donné lieu à un film fantastique qui s'appelle Hubble 3D en IMAX. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez voir, commenté par, je crois que c'est Leonardo DiCaprio, je commente le film en version originale. Et après cette mission, il n'y en a plus d'autres. Donc, de toute façon, moi, entre-temps, j'étais passé sur un autre projet. Bon. Vous voyez, dans le monde des astronautes, il y a beaucoup de maquettes. Voilà, ça, c'est le vaisseau ravitailleur de l'ISS version européenne, dont j'ai été le senior advisor astronaute. Mais donc, voilà, c'était une réponse un peu longue à ta question. Par contre, en parachutisme, il n'y a pas de limite. Hein. Il y a, au dernier, je crois que c'était au 70e anniversaire du débarquement, c'est ça? C'était le 70e ou le 70e anniversaire du débarquement, il y a 2 ans. Il y a un pépé qui avait plus de 90 ans qui a sauté en parachute sur la plage de Omaha Beach. Hein, donc, non, je ne me fais pas de soucis pour ceux d'entre vous qui veulent continuer à sauter, même une fois senior, à la retraite, c'est-à-dire qu'il ne fait plus de compétition. Quoi, vous pouvez inventer des compétitions hein, pour les plus de 70, les plus de 80, les plus de 80. Je reviendrai. Hein. Yes. De toute façon, on va te faire voler dans le simulateur, hein, tu sais bien. Hein. Oui. Mais ce qu'il faut retenir dans ce que vous faites, c'est que chaque saut, vous le savez encore mieux que moi, c'est comme en aviation, en vol privé d'avion, chaque saut est unique et chaque saut a quelque chose à vous donner que vous pouvez retenir comme expérience à la fois pour votre performance, mais expérience émotionnelle, sensorielle. Et le jour où vous ne sauterez plus pour une raison quelconque, que vous ferez autre chose, vous serez quand même enrichi de tout ce bagage. Donc, il ne faut pas regretter de ne plus sauter. Il faut être joyeux et heureux d'avoir fait tout ce que vous avez fait avant. Il faut rester tourné vers l'avenir quand même, hein, parce qu'il y a tellement de choses à faire sur cette planète. Ça, c'est clair. Romain, une question? Alors, moi, j'ai 2 petites questions. Alors, moi, ma question, c'est... enfin, mes questions, du coup. Oui. La première, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un astronaute lors de son premier vol? Moi, je me rappelle de mon premier saut en parachute avec tout ce qui peut se passer dans la tête, etc. Je pense que le truc est complètement décuplé
en termes d'imagination, de sensations, de tout ce qui va se passer, d'angoisse, de stress, de l'inconnu que vous allez affronter. Et j'ai oublié ma question, mais je pense que la première est déjà suffisamment intéressante. Alors, non, mais attends, première question. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, sinon tous, lors du premier saut, on a envie de réussir parfaitement ce que l'instructeur nous a demandé. On est concentré, on sait que ça va être extraordinaire, on sait qu'on va peut-être on va faire waouh, mais on pense aux instructions qu'on a reçues et on veut faire plaisir à notre instructeur. On veut qu'il lui dise au retour, vraiment, chapeau les gars, vous avez bien... Mais à côté, on ne va pas lui cacher, ou alors on lui cachera peut-être, ou assez proche, qu'on a peut-être on a été un peu nerveux, etc. Mais moi, c'était l'extase. Et dans les vols spatiaux, contrairement au parachutisme, on est préparé tellement longtemps à l'avance, chaque jour, du matin au soir, dans des simulateurs, on parle aux anciens, au moment où le jour arrive de monter dans la fusée, on est excité, bien sûr, mais on a l'impression que c'est normal dans notre vie de le faire à ce moment-là. Parce que ça fait des mois qu'on sait que ce jour-là, à cette heure-là, mon job sera de m'équiper de cette façon, de tester le scaphandre comme ça, de monter, de m'installer, de connecter l'oxygène. Je fais ce qui est normal à ce moment-là dans ma vie. Quelque part en arrière-plan, mais vraiment loin, loin derrière, mais c'est là. C'est, putain, là, ça en vrai, je vais vraiment le faire, c'est génial. Mais ça vient pas au premier degré de la conscience. Parce qu'on est, on est conditionné pour faire ça ce jour-là. Donc, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'angoisse. On se sent vraiment prêt. Et d'ailleurs, je disais aux nouveaux, quand j'étais coach des nouveaux astronautes et parfois instructeurs en robotique spatiale notamment, je leur disais, vous savez, si vous voulez être performant, dans le simulateur, il faut vous dire que c'est comme une vraie mission et que votre vie est vraiment en jeu. Il faut jouer le jeu de vraiment pas mourir, quoi. Faut trouver la bonne solution, pas faire de conneries. Et il arrive qu'on meure une ou deux fois, typiquement sur un an d'entraînement, mais c'est au tout début quand on est un peu rouillé. Je peux vous dire que quand on rentre chez soi, on n'est pas fier, quoi. On dit la vache, si. Et le jour du décollage, si on est un peu trop stressé, mais ce qui arrive quasiment à personne, il suffit de vous dire, c'est juste comme dans le simulateur. Sauf que ce sera plus facile parce qu'il n'y aura pas cette combinaison tordue de pannes complexes où les instructeurs essaient de nous piéger. Donc, je pense qu'on est très excité, comme lors du premier saut en parachute, mais moi, j'étais très excité dans tous mes sauts en parachute. Parce qu'à chaque fois que j'ouvrais la porte, c'était wow, je vais vivre un truc extraordinaire. Mais j'étais concentré pour faire mon job, quoi, parce que j'avais un instructeur, ce fameux Pierre Arassus dont je vous parlais, qui était très exigeant des jeunes qui commençaient la progression. Et lui, il voulait qu'on fasse la performance. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, à l'époque, on parlait du brevet fédéral, les BF1, BF2. Et pour le BF6, par exemple, il fallait faire le tour-tour-salto, donc 6 manœuvres, en moins de 16 secondes pour passer le brevet. Et lui, il disait, je te le donne que c'était en dessous de 12. Et lui, il le faisait en 7 secondes à l'époque. Enfin, 7 ou 8 secondes, oui, peut-être 7 secondes, puis après, c'était en dessous de 6 secondes. Mais donc, il était exigeant. Donc, au Paraclub, moi, j'avais l'impression d'être encore à l'armée et avec un chef qui me donne un ordre. Et puis, je me dis, j'ai pas envie de me faire engueuler au retour, donc j'essaie de bien faire. En fait, j'ai fait très peu de sauts, juste pour le fun. J'en ai fait à la fin, voilà. Mais vous faites des sauts à la fois pour le fun et pour gagner les points et les championnats, donc. Ouais, il y a un peu de tout. On voit au regard que vous avez la tête, la moitié de la tête dans les étoiles en permanence, tous. Oui, ça se voit. J'aimerais proposer la parole à Guillaume. Il a une question aussi, si c'est possible d'enchaîner sur Guillaume. Oui, enfin j'ai même 2 questions. Ah aussi, oh là là. La première qui est sérieuse, qui est moi je me demande à quelle vitesse le cerveau s'adapte à l'environnement de microgravité et au bout de combien de temps ça devient naturel de se mouvoir en apesanteur. Et est-ce qu'il y a une courbe de progression là-dedans, un peu comme en parachutisme où la courbe elle est infinie, on apprend d'abord à se mouvoir mais on peut toujours progresser.
Et voilà, c'est ma première question. Super question. Bonne question. Alors, très bonne question. Avant mon premier vol spatial, j'avais déjà 2200 paraboles à mon actif dans un avion comme ça. Quand j'ai fait ce programme il y a 30 ans sur une Caravelle. 2200. Voilà, c'est d'ailleurs un de mes titres qu'on m'a attribué, fondateur Roger. Vous connaissez bien la pesanteur. Quand je suis arrivé en orbite, à la première seconde, alors je vais vous dire en 2 mots, hein, on allume les moteurs et le but de toute fusée, hein, c'est vite traverser l'atmosphère verticalement, donc ça prend 2 minutes. Au bout de 2 minutes, on est à 5 fois la vitesse du son et on est au-dessus de l'atmosphère. Après, on incline la trajectoire et on accélère horizontalement jusqu'à atteindre la vitesse de 28 000 km par heure. Donc, c'est presque 8 km par seconde. Et lorsqu'on atteint cette vitesse et qu'on est lâché dans le vide, tout éteint, on est un objet passif qui tombe, attiré par la Terre, la trajectoire de chute libre se trouve manquer la Terre en permanence. C'est une trajectoire de chute libre perpétuelle. On est bien sûr attiré par la Terre quasiment comme ici, hein, peut-être qu'à 95% de la gravité. La gravité est légèrement plus faible parce qu'on est un peu plus haut, mais pas de beaucoup. Donc, on a perdu entre 5 et 10% de l'attraction gravitationnelle terrestre. Très attiré. Donc, au départ, on est à 1,5 G. On atteint 2,8 G au bout de 2 minutes. Puis les propulseurs à poudre sont vides. On les détache. On redescend à 1 G et tout doucement, l'accélération augmente. Et la dernière minute, c'est 3 G constant. On est poussé dans le dos, face au ciel. Face au ciel, non, à l'horizontale à ce moment-là, à 3 G constant, et les moteurs s'arrêtent instantanément. Donc on passe de l'état où on est compressé à 3 G sur notre siège, ce qui est très confortable, hein, vous supporteriez en rigolant. Hein. Et d'un seul coup, les moteurs s'éteignent et on est en apesanteur instantanée. Et là, je me suis senti chez moi tout de suite. Maintenant, celui qui n'a jamais connu le vol parabolique, mais c'est très très rare chez les astronautes, puisque lorsqu'on est sélectionné, on fait faire 1 ou 2 vols paraboliques dans cet avion au 0G, là. Vous savez, c'est les manœuvres en apesanteur. On fait faire au moins 1 ou 2 vols au cours duquel il y a entre 10 et 40 paraboles. En un vol d'au moins 15 paraboles, c'est-à-dire, non, peut-être l'équivalent de 30 ou 40 paraboles. Alors, les Américains le font en un vol. Nous, pour l'entraînement des astronautes européens qu'on a sélectionnés il y a 10 ans, on leur a fait faire 3 vols de 30 paraboles chacun, 31 paraboles chacun. Mais au bout d'un vol de 30 paraboles, je vais dire que tu as développé l'adaptation à 90%. Tu maîtrises à 90% les gestes pour t'orienter, pour te diriger, pour prendre les choses, etc. Et bien sûr, une fois en orbite, sur quelques jours, tu vas affiner ta performance de maîtrise de ton corps et de tes gestes en apesanteur et tu ne perdras plus les objets parce que ça fait partie de la performance, l'adaptabilité, c'est ne pas perdre les objets. Parce que dans l'espace, vous écrivez comme ça sur votre calepin et puis le sol vous appelle, vous laissez le crayon là et puis il reste là. Vous prenez le micro, vous parlez, Houston, ici Atlantique, allez-y, je vous écoute, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis après, quand on veut récupérer le crayon, il n'est plus là. Il y a un courant d'air continu, imperceptible, mais qui est là, qui force l'air à passer dans les cartouches chimiques qui absorbent le gaz carbonique. Et le crayon, il finit par disparaître au bout d'une minute, il n'est plus dans le champ de vue. Et c'est comme ça que beaucoup d'astronautes perdent les objets au début de leur premier vol. Et donc, on apprend à être organisé. Alors, pour ceux d'entre vous qui font du camping, de la randonnée, puis même la gestion de votre matériel, du coup, vous avez intérêt à être bien organisé pour bien faire les choses dans le bon ordre, etc. Ben, dans l'espace, ça s'apprend très très vite, tellement c'est frustrant de perdre des objets les premiers jours. Mais en termes de déplacement, de comportement, de maîtrise du corps, ça vient extrêmement vite. C'est vraiment impressionnant, beaucoup plus vite qu'en chute libre. En chute libre, enfin, moi je pense que j'étais après à plus de 100 sauts, 150 sauts, je continuais à apprendre, à affiner la performance. Et encore,
je ne me rendais pas compte à quel point, pendant ma descente stable, en fait, je dérivais latéralement parce que je ne le voyais pas. La première fois que j'ai fait de la soufflerie, je disais aux gars, vous savez, j'ai 150 kg, 60 kg, et effectivement, je maîtrisais bien les tours, la stabilité, mais tout ça en faisant boing, dans les parois de la soufflerie. Donc, dans la soufflerie, j'imagine que pour apprendre à maîtriser la dérive latérale, il faut en bouffer un peu, quoi. Enfin, je sais pas combien, mais... Du plexi, oui, il faut manger. Vous, là, sont les champions, parce que non seulement ils maîtrisent latéralement en étant stable, mais en faisant des tas de galipettes dans tous les sens, sur le dos, sur le ventre, dans des positions acrobatiques incroyables, improbables. Donc, tout ça pour répondre encore une fois rapidement, l'adaptation à la pesanteur est extrêmement rapide. Ah, super. En termes de maîtrise du corps. Et c'est super fun. Merci beaucoup. Et moi, j'avais une deuxième petite question qui est complètement liée. C'est, est-ce que vous connaissez la série The Expanse? Et si oui, est-ce que vous trouvez que c'est réaliste toute la représentation de l'accélération et justement de la gestion du corps? Je ne connais pas du tout, mais plusieurs personnes me l'ont conseillé. Donc, il faut que je la regarde. Merci. Et la deuxième question de ton prédécesseur? De Romain. Romain, oui. Alors, oui, ma deuxième question, c'était est-ce qu'il y a une accoutumance au milieu spatial et est-ce qu'il y a le petit coup de blues en rentrant, quoi. Même si vous êtes loin de votre famille, même si vous êtes loin de tout ce que vous connaissez, est-ce qu'il y a le coup de blues de c'est fini, il faut que je rentre à la maison, quoi. Alors, le coup de blues, il peut y en avoir, effectivement, mais il varie énormément d'un astronaute à l'autre. Il n'y a pas de règle. Par exemple, Samantha Cristoforetti, une Italienne qui a vécu 6 mois dans l'espace, on lui dit avant de rentrer, écoute, tu vas devoir rester 1 mois de plus. Alors, quand dans votre tête, vous vous dites, ce jour-là, à cette heure-là, je rentre sur Terre, je serai sur Terre, je reverrai mes proches qui viennent assister à l'atterrissage, etc. Que dire, c'est 1 mois de plus, certains pourraient le prendre comme étant, il va falloir que je supporte, c'était pas prévu. Ça mais elle a adoré. Et en fait, la majorité des astronautes se sentent bien dans l'espace, se sont bien adaptés, ont bien pris leur rythme et leur routine quotidienne, et ils apprécient le sens du devoir et de la valeur ajoutée qu'ils produisent chaque jour en produisant toujours plus de résultats scientifiques. Ils ont pris leur rythme de 2 heures à 2 heures et demie de sport par jour, tous les jours. Et ils aiment ça. Et la grande majorité des astronautes aiment l'espace, aiment vivre et travailler dans l'espace, parce que c'est une combinaison d'expériences très exigeante sur le plan de la performance opérationnelle au travail, très extraordinaire sur le plan sensoriel, émotionnel, de la vie de la Terre, du partage, du succès de parties difficiles avec les collègues. Et puis la pesanteur, c'est fun, on a l'impression d'être extraterrestre et on se dit c'est quand même inouï de vivre cette expérience. Mais il est arrivé à certains à qui on a demandé de rester plus longtemps, de souffrir un peu psychologiquement, mais de façon totalement maîtrisée, sans aucune déprime ni rien, parce qu'à la fin, ils ont l'impression qu'il n'y a plus tellement de sens pour eux à rester là, et ils deviennent d'ailleurs un peu moins performants au boulot. Les Russes l'ont constaté, ils disent 4 mois c'est bien, 6 mois c'est un peu limite, parce que souvent on observe une baisse de performance dans le dernier mois ou les 2 derniers mois. Mais tout ça, on a beaucoup appris là-dessus. Donc il y a des façons d'organiser le travail, d'attribuer les tâches, des sorties dans l'espace vers la fin de la mission, qui maintiennent la motivation à très haut niveau. Et en plus, il y a l'aspect international qui rajoute un boost de motivation pour bien travailler avec ses collègues, quoi. Parce que quand vous arrivez à votre 5e, 6e mois, il y a la moitié de l'équipage qui est là que depuis 3-4 mois, ou depuis seulement parfois 1 mois ou 2. Donc, vous n'avez pas envie de leur donner l'impression qu'en fin de mission, c'est dégradant. Donc, je dirais globalement quand même, il n'y a pas de blues, mais le blues, il est plutôt d'une autre nature quand il arrive. C'est que l'expérience est tellement extraordinaire
que si vous ne préparez pas avant le vol, si vous ne réfléchissez pas ne serait-ce qu'un petit peu chaque jour ou un petit peu de temps en temps, dans les derniers jours, les dernières semaines avant le vol, à ce que vous comptez faire après, parce que c'est tellement jouissif de se consacrer mentalement, physiquement, opérationnellement, techniquement, qu'à la mission qui arrive, et vous la vivez en plein quand vous êtes dedans, qu'au moment où vous revenez, c'est « bon, et maintenant quoi ?» Il faut pas poser cette question après. Alors, il y a ceux qui savent y répondre tout de suite, et puis il y en a d'autres qui dépriment, pas au sens médical du terme, hein, mais c'est connu, il y en a qui ont oublié. Et c'était un de mes premiers conseils à mes collègues, européens quand j'étais membre du jury de sélection. Après, j'ai été nommé coach pendant 1 an. Je leur disais, vous savez, vous allez tous être affectés à une mission prochainement. Pensez à organiser ce que vous voulez faire après. N'attendez pas que les ressources humaines viennent vous dire bah tiens, on a ça pour toi. Parce que quand ça vous arrive comme ça sans que ce soit forcément quelque chose qui vous plaise, c'est souvent, de toute façon, dans tous les cas, une tâche qui n'est pas aussi excitante qu'une mission spatiale en soi. Donc, voilà. Il y a Gaël qui est aussi avec Yo. Et en plus, Gaël, tu l'as déjà rencontré. Donc, si tu as une petite question, Gaël. Oui, en effet, j'ai déjà rencontré Jean-François Pierrois. C'était à Whitby, d'ailleurs. Alors, je pense l'un des premiers vols en soufflerie. Je ne sais plus. À Lille ? Oui. Oui, à Lille. Alors, j'en avais fait à Argenteuil avant, mais c'est la première fois que je venais dans je crois que c'est une 17 pieds, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait, ouais. C'était une 17 pieds, ouais. Et l'équipe de France de vol relatif était là. Oui, voilà, c'était moi. J'étais en espoir, c'était l'équipe espoir. Oui, mais tu avais ta combinaison, ton masque et tout. Et vous m'avez fait vivre. Voilà, et donc voilà. J'étais scié, j'étais soufflé de voir à quel point vous étiez tous à l'aise, à la fois pour faire vos mouvements rapidement, mais en même temps précisément, et à volonté monter, descendre, tourner, les flips. Merci, hein, c'était génial. C'était génial. J'ai cassé les photos, il n'y a pas de temps. Donc ton prénom c'est Gaël, hein? Moi oui, c'est génial de pouvoir discuter avec vous justement parce qu'on avait échangé quelques mots à la suite de ça. Et en tout cas, c'était un grand plaisir. Alors après, moi j'ai énormément de questions, je pense, mais bon, je ne sais pas si on aura beaucoup de temps. Donc si j'en suis choisi une, on a un petit peu parlé de Columbia déjà. Vous l'aviez évoqué. Est-ce que vous pourriez peut-être reparler peut-être un peu de comment ça a été vécu en fait ce désastre, en fait, cet accident, et comment ça a été vu du côté européen? Ben, je dirais que sur le coup, pour toute la communauté des vols habités et spatiaux, c'est la sidération. Parce que, en particulier côté américain, ils ont réussi des missions extrêmement plus complexes, beaucoup plus risquées. Mercury, Gemini, Apollo, on ne sait pas, mais quasiment sur toutes les missions Apollo, ils ont connu des problèmes très graves. Enfin, graves, oui, parfois très graves. Le seul qui est connu, c'est Apollo 13, mais sur d'autres missions, par exemple Apollo 12, juste après le décollage, soit 1 minute après le décollage, la foudre frappe Saturne V, tous les écrans s'éteignent à bord et au sol. Là, vous vous demandez qu'est-ce qu'on fait. Et c'est un jeune ingénieur qui avait moins de 30 ans, qui avait cogité sur ce scénario 3 ans auparavant dans le simulateur parce que c'était arrivé et qui a donné la solution. Et tout le monde l'a cru sur parole sans comprendre ce qu'il demandait. C'était juste un interrupteur qui a permis de tout redresser. Sur Apollo 10, ils ont perdu le contrôle du module lunaire en vol à basse altitude au-dessus de la Lune. Vous savez, Apollo 10, c'était la répétition d'Apollo 11. Tout pareil, sauf qu'il ne touchait pas le sol. Mais ils se séparaient, le LEM descendait et ils ont perdu le contrôle d'attitude, le système, le LEM s'est mis à tourner sur lui-même. Bon, à chaque fois, ils ont sauvé la solution, mais à chaque fois, ils s'en sortaient. Donc, les Américains avaient un peu on avait tendance à penser qu'ils étaient invincibles dans l'espace. Les Russes, par contre, ont connu 2 catastrophes mortelles, une dans les années 60 et une dans les années 70. Mais jamais après, jamais depuis. Mais quand c'est arrivé, Columbia, c'était la sidération. Dans le deuxième temps, c'est comprendre. Et là, il y a des commissions d'enquête dans lesquelles sont impliqués les astronautes. Et dans le troisième temps, c'est tirer les leçons. C'est la chose la plus importante. C'est toujours, quand il y a un drame, c'est
avoir comme objectif, en tête tout de suite, de tirer les leçons du drame. Que ça ne se reproduise pas et qu'on soit plus fort après. Comme disent les Chinois, failure is mother of success. Une autre façon de le dire en aéronautique, donc c'est quelque chose qui s'applique à vous aussi, mais j'espère pas à la lettre telle quelle, mais c'est un ingénieur général de l'armement comme moi qui a inventé cette définition que j'aime bien. L'expérience, c'est ce que l'on retient des erreurs auxquelles on a survécu. Si vous êtes tous là, c'est que vous avez survécu. Comme vous avez tous tenté des choses nouvelles ou difficiles, je suis sûr que chacun, à votre façon, vous avez commis des erreurs dans votre expérience. Il n'y en a aucun d'entre nous qui a été 100% parfait tout le temps. Mais si vous avez survécu, c'est parce que l'erreur que vous avez commise, elle était dans le périmètre de ce que vous maîtrisiez bien. Voilà. Et malheureusement, l'équipage de Columbia, de Challenger en 86, que j'ai vécu aussi, j'étais déjà astronaute, et de Columbia, ils n'ont pas survécu, mais on a tiré énormément d'expérience. Malheureusement, il y a une leçon qu'on n'a pas tirée et qui est dramatique et qui est la cause de Columbia, c'est que l'accident de Challenger était dû à un excès de complaisance du top management de la NASA qui n'a pas su écouter ses experts au sol. Ses experts, je veux dire, ses ingénieurs qui ont conçu le système. Les ingénieurs ont dit, dans la spécification de conception du système navette spatiale, la NASA nous a demandé de la qualifier pour 0 degré Celsius et au-dessus. Et ce jour-là, en Floride, où moi j'ai passé le nouvel an à plus 25 degrés, mais ce jour-là, en janvier 86, il faisait moins 7. Et vous savez que l'atmosphère est très humide, il y a des glaçons qui pendaient du pas de tir, sur les structures du pas de tir. Les ingénieurs disaient, il ne faut pas lancer parce qu'on est en dehors du domaine de qualification. Eh bien, on a lancé. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Ce n'est pas un coup de pas de bol. C'est un excès de complaisance de ceux qui avaient le pouvoir de dire on lance ou on lance pas, qui n'ont pas écouté. Et Challenger et Columbia, donc Columbia en 2003, donc c'est 17 ans plus tard, c'est pareil. Le réservoir, vous savez, la navette, elle est attachée à un gros réservoir orange. Et le réservoir orange, il monte beaucoup plus haut que le nez, là. Comme il est rempli, comme il est rempli, ce réservoir, d'oxygène et d'hydrogène liquide, en moyenne à moins 200 degrés Celsius, si le réservoir en métal était juste à nu comme ça, sur son pas de tir, il congèlerait instantanément l'humidité de l'atmosphère à son contact. Et en quelques heures, vous auriez 20 cm de givre. C'est pour ça que ce réservoir, on doit le recouvrir d'une mousse de 40 cm d'épaisseur, isolant thermiquement l'intérieur du réservoir de l'extérieur. Et la spécification de conception de cette mousse et de la technique de collage exige qu'elle ne doit pas se désagréger et se détacher. Et il y a un vol où un morceau se détache. Il tombe à côté, pas de problème. Donc la NASA s'est dit, les chefs, on va signer une dérogation à cette spécification, le temps qu'on mette au point une nouvelle colle, voire une nouvelle mousse, qu'on va mettre au point dans l'année qui vient. Et lorsqu'il y a eu l'accident de Columbia, on en était au 18e vol avec de la mousse qui se détachait. C'était devenu la routine de signer une dérogation à une exigence technique écrite par des ingénieurs pour une bonne raison. Voilà, donc la leçon à tirer de tout ça, après 2 accidents, c'est écouter les experts. Voilà. Mais une fois qu'on a tiré les leçons, moi quand je suis parti, mes 3 vols, c'était entre les 2 accidents. Mais donc j'ai connu, pour mes vols, celui qui avait derrière moi historiquement, c'était que Challenger. Mais on a eu des cours, des cours en salle de classe dans notre entraînement. Il y a des cours en salle de classe, des sessions en simulateur, des vols en T-38. Et on nous a expliqué, voilà ce qui s'est passé, voilà comment on a corrigé, et voilà comment on a encore amélioré même la sécurité au-delà de la correction. Et voilà les procédures qui correspondent. Donc quand on est parti,
pour nous, on avait tiré les leçons, en tout cas techniques, opérationnelles de l'accident. Voilà, la leçon à tirer de tout ce que j'ai dit, mais ça, vous le savez mieux que moi, c'est toujours tirer une leçon de quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Et même quand on s'en sort très très bien à la fin et qu'on réussit très bien, même si vous pouvez être conscient parfois d'avoir fait une erreur sans que ça vous empêche d'avoir la médaille d'or, et au fond vous-même vous dites on a la médaille d'or, mais il y a quand même ce truc-là, on aurait peut-être pu faire mieux, ou on aurait pu... Il ne faut pas rejeter la moindre leçon qu'on peut tirer de la moindre erreur. Voilà. Mais je vous apprends pas ça, parce que si vous êtes là, c'est que vous maîtrisez très bien déjà cette doctrine. Merci beaucoup. Est-ce que on peut enchaîner avec Julien Pilman, un ingénieur aéro aussi? Oui, on peut. Bon, du coup, j'ai l'impression que tu m'attends sur le côté technique, mais mes questions n'étaient pas du tout là-dessus. Non, mais si tu veux, je peux te donner une colle, hein, si tu veux. Ouais, ça lui fera du bien. Je vais te dire la colle que je pose aux ingénieurs à Supaéro. Alors, je ne prends pas d'autres, mais c'est un truc tout bête. On appelle centrale à inertie un ensemble d'accéléromètres et de gyromètres qui permettent de ressentir par inertie les mouvements et les rotations. Donc, est-ce que tu vois ce qu'est un accéléromètre? Un accéléromètre, c'est un petit capteur dans lequel il y a une petite masselotte. Et quand c'est accéléré, la masselotte, elle se déplace et en mesurant, on a l'accélération. On mesure l'accélération. Et donc, la question, je leur dis, voilà, je vous donne une plateforme qui reste stabilisée inertiellement par rapport aux étoiles, donc il n'y a pas de rotation. Et je mets un accéléromètre sur 3 axes, un pour mesurer sur l'axe X, sur l'axe Y, sur l'axe Z. Je sors le signal en millivolts qui sort du capteur. Je te donne les courbes de calibration qui convertissent les millivolts en mètres par seconde carré. Et là, je te donne les conditions initiales et je te demande quel traitement tu fais subir aux signaux qui sortent des accéléromètres pour me donner la trajectoire du mouvement. Et tous répondent, j'intègre 2 fois le signal. Parce qu'ils pensent qu'un accéléromètre fournit l'accélération du mouvement. Et en fait, c'est un très mauvais terme, accéléromètre. Un accéléromètre ne mesure que la composante d'accélération venant des forces de contact, mais pas de la gravité. Si tu mets un accéléromètre sur la table, il est immobile, et ce qui sort, c'est 1 G. Si tu le laisses tomber en chute libre, il sort 0 G. Et pourtant, il est en accélération de la pesanteur à 9,81 mètres par seconde carré. En gros, voilà, je piège les ingénieurs en aéronautique parce qu'ils croient qu'un accéléromètre mesure l'accélération du mouvement, mais c'est faux. Il faut prendre la sortie des accéléromètres, rajouter la valeur de G sur chaque axe, et après, tu intègres 2 fois. Bon, c'était un peu technique, mais je pense que ça parlera. Bien compris. On revient à la question, là, alors. Moi, j'étais à l'NCK, pas à Supaéro, donc j'ai pas le niveau. Non, attends, c'est le même niveau. Juste que c'est pas tout à fait les mêmes formations, mais maintenant, c'est une seule école. Tu sais, toi, tu es allé à Isaïe, j'imagine. Je suis la première promo qui est sortie de l'Isaïe. Ah, super. Et donc, pour revenir à ma question, tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu du décollage et de l'extase de monter jusqu'à la pesanteur. Et j'aurais voulu que vous parliez un petit peu peut-être de l'autre phase, de la descente. Je trouvais ça très intéressant, votre description de la montée. Alors peut-être de la descente jusqu'au retour sur Terre, au retour à la gravité, etc. Ok. Ah ben c'est génial parce que voilà comment ça se passe. Tant qu'on fait rien, on est en chute libre continue. Alors comment on fait pour revenir? Vous l'avez deviné. On freine un tout petit peu la vitesse pour qu'au lieu d'être à 28 000 km/h, on est à 27 700. Enfin, c'est pour donner un ordre de grandeur, on diminue de quelques centaines de km/h. Et ça suffit pour que la trajectoire, au lieu de manquer la Terre, elle est légèrement plus à piquer. Donc typiquement, au milieu du Pacifique, au-dessus de la Polynésie française, par là, au-dessus de Tahiti, on se met à l'envers. Voilà. Donc imaginez, on est en orbite comme ça. On se met à l'envers. Pendant qu'on avance comme ça, on allume des tout petits moteurs qui sont là.
pas ces gros moteurs, ceux-là c'est que pour le lancement. Et ces moteurs-là, on les allume pour réduire un petit peu la vitesse pendant quelques minutes. Ce qui fait que la trajectoire naturelle de chute libre, c'est plus une orbite qui manque la Terre, mais c'est une trajectoire qui est plus inclinée vers le bas et qui touche l'atmosphère au-dessus de la Californie une demi-heure plus tard. Et dès qu'on touche l'atmosphère, l'air nous freine, et sur l'espace d'une demi-heure, entre le début où l'on ressent les premières couches hautes de l'atmosphère et le moment où on se pose, une demi-heure. En fait, 35 minutes. Et tout ça en vol plané. Donc la gravité revient progressivement. Pardon, la sensation de pesanteur, la gravité est toujours là. Si on se met d'accord entre nous que pesanteur, c'est la sensation de poids, on ne l'a que parce qu'un obstacle nous empêche de tomber. Donc la gravité, d'ailleurs, au sens de Newton, c'est même pas une force, c'est pas une force. Vous savez, au sens, pardon, de Einstein. Je ne sais pas si vous connaissez le principe d'équivalence, mais quand on dit microgravité dans l'espace, c'est faux. C'est un abus de langage. La gravité est toujours là. Mais la seule raison pour laquelle nous avons tous une sensation de peser, là maintenant assis sur nos chaises, ou debout pour ceux qui sont debout, c'est parce qu'il y a un obstacle qui nous empêche de tomber. Une force de contact, le sol sur la semelle de nos pieds. Vous pourrez imaginer un peu mieux, quand vous êtes debout sur un trampoline, vous l'enfoncez jusqu'à ce que l'élasticité exerce une force vers le haut qui équilibre votre poids et vous ne descendez plus. Comme quand vous êtes debout sur une balance, vous écrasez la balance jusqu'à ce que le ressort qui est dessous est compressé, exerce une force vers le haut égale au poids. Donc, nous, on freine au-dessus du Pacifique, on est en pure apesanteur encore une demi-heure jusqu'à ce qu'on atteigne les couches denses, et là, tout doucement, on ralentit jusqu'à s'arrêter sur la piste, mais on rentre à 28 000 km par heure, c'est-à-dire on rentre à 25 fois la vitesse du son. C'est pour ça que sur notre blouson d'astronaute, voilà, après le premier vol, la NASA nous met le Mach 25. C'est pour dire qu'on a volé à 25 fois la vitesse du son. Et en hypersonique, l'onde de choc qui entoure le vaisseau et qui en fait définit, qui sépare deux parties, la partie extérieure à l'onde de choc et la partie interne, elle est tellement énergétique qu'elle ionise les particules d'atmosphère. Donc les molécules d'azote et d'oxygène perdent des électrons, ils sont ionisés, et lorsque les électrons redescendent sur les basses couches de chaque atome, de chaque molécule, il y a des émissions de lumière. Donc on est entouré de flammes. Alors ce n'est pas du feu, c'est juste du rayonnement venant de l'excitation et la désexcitation des molécules d'atmosphère qui sont energized, comme on dit en anglais, par l'onde de choc qui nous entoure. Donc ce n'est pas le frottement contre notre vaisseau. Je dirais c'est le frottement de l'atmosphère sur l'onde de choc, qui est une sorte de paraboloïde qui entoure le vaisseau. Hein. C'est un truc qui a une forme à peu près comme ça. Là, voilà. Et à l'intérieur, on est en subsonique, mais l'ensemble avance en hypersonique, subsonique. Donc c'est vraiment impressionnant, parce qu'on voit derrière les hublots, on voit comme des gros jets de flammes orange, jaune, rouge. Et puis dès qu'on arrive dans le supersonique et subsonique, là on voit plus rien et on se sent devenir d'un seul coup très 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 lourd. Pourtant c'est 1,5 G maximum lors de la rentrée sur l'axe Z. Mais c'est dingue le fait d'avoir perdu le sens du poids des choses et de son propre corps, combien ça nous fait ressentir la lourdeur. Ce qui fait que quand on se pose, les deux sensations les plus spectaculaires instantanément, alors instantanément, pas tout, c'est la sensation de poids, elle est venue progressivement. On se sent très très lourd et on a complètement perdu le sens de l'équilibre. L'oreille interne, qui fonctionne exactement comme des micro-gyromètres et micro-accéléromètres, c'est comme des plateformes inertielles qu'on a de chaque côté de la tête. L'oreille interne, on appelle ça, elle n'a rien à voir avec l'audition, mais elle est au même endroit, ce qu'on appelle les vestibules, qui nous aident, les yeux fermés, à garder notre balance, notre équilibre, sont totalement décalibrés, et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit
de conduire ou de faire du vélo pendant quelques jours après l'atterrissage parce que le risque d'avoir un accident est de 100%. Donc en résumé, le retour, c'est une demi-heure d'apesanteur, une demi-heure de retour progressif à la sensation de pesanteur, ne dépassant jamais 1,5 G, mais on ressent presque comme si c'était 5 ou 6 G tellement on a perdu l'habitude. Et quand on sort, on a intérêt à garder les yeux ouverts parce qu'il n'y a que les yeux ouverts qui nous permettent de détecter le fait qu'on est en train de tomber ou pas. On se voit basculer sur la droite et hop, on rattrape parce qu'on voit qu'on est en train de tomber. Mais les yeux fermés, on tombe à coup sûr. Et on se sent très lourd pendant plusieurs heures et même encore le lendemain. Et puis, pour certains d'entre nous, pas tous, mais certains se sentent très, très nauséeux. Ils ont envie de vomir grave, mais sans que le vomissement arrive. Et sur le coup, la première idée qui leur vient en tête, plus jamais ça, plus jamais, terminé. Mais au bout d'un mois, ils oublient, ils ont envie de repartir. Est-ce qu'on peut enchaîner, si c'est possible, par Mathieu? Moi, globalement, j'étais pas mal sur la question sur l'après, notamment dont vous venez de répondre à l'instant avec la descente. Et je me demandais de manière globale aussi l'impact physique, que ce soit en préparation ou surtout même derrière, après, avec l'après dans l'espace. Qu'est-ce que ça donnait? Combien de temps vous mettiez à vous remettre? Est-ce qu'il y avait quelque chose à faire? Parce que je suppose une préparation qui est quand même hyper intense. Et surtout sur l'après, qu'est-ce que ça donnait derrière en fait pour pouvoir récupérer tout et peut-être se projeter à repartir? Il faut revenir un peu en arrière pour ta question. Dans l'espace, le corps devient extraterrestre parce qu'on subit des changements du système musculaire, osseux, urinaire, digestif, cardiovasculaire, visuel, immunitaire, vestibulaire. Par chance, ça fait pas mal. Enfin, effectivement, ça fait pas mal. Et les toubibs nous disent c'est pas grave, tout reviendra dans l'ordre. Mais certains des symptômes peuvent être inquiétants pour quelqu'un qui ne sait pas que c'est normal. Si vous amenez un astronaute dans un hôpital revenant de 6 mois dans l'espace, sans dire au médecin que c'est un astronaute qui vient de passer 6 mois en apesanteur, on va tout de suite penser qu'il est atteint du sida, d'ostéoporose, qu'il a une maladie cardiaque, qu'il a de l'équilibre, etc., des troubles visuels. Donc ça, c'est pour les vols de longue durée. Alors tout cela se remet tout doucement en place à des rythmes différents. Sur les vols courts, comme j'ai fait moi, de moins d'une dizaine de jours, les vols en navette sont des vols très intenses, focalisés sur une mission, un objectif très particulier sur 10 à 15 jours. Je dirais qu'au bout de 2 jours, on se sent à peu près normal. On se sent totalement normal au bout d'une semaine. Mais les médecins nous disent ne pratiquez pas de sport violent, de sport de résistance de type squash, tennis, badminton pendant 1 mois parce que le risque de déchirure musculaire est quasiment assuré. Wow. Sur les vols de longue durée, ça prend environ 1 à 2 mois pour que l'astronaute ait l'impression lui-même d'être normal, d'être revenu à la normale, même si les médecins lui disent pas tout à fait encore. Maintenant, au-delà de 6 mois, c'est le cas de Scott Kelly, qui a fait son premier vol avec moi quand moi je faisais mon 3e vol vers Hubble. Il a fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 4 ans, il a fait un vol d'1 an. Il m'a dit qu'il s'est senti totalement normal comme avant, 8 mois après l'atterrissage. Donc pour répondre à ta question, je dirais, globalement, après un vol court, en quelques jours, on a une vie normale, mais il ne faut pas se précipiter sur les activités qui exigent des efforts violents sur le plan, je veux dire, musculaire, parce que les muscles n'ont pas encore repris toute leur physiologie normale, mais ça vient assez vite. En gros, un astronaute qui a fait un vol de 10 jours dans la navette spatiale, 2 mois plus tard, il peut repartir. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé qu'un astronaute vole 3 fois à bord de la navette en moins d'1 an. Pour les vols de longue durée, on n'imagine pas un astronaute revolant 1 an, moins d'1 an après l'atterrissage de son vol précédent. Je pense qu'il pourrait être prêt au bout de 6 mois, dans certains cas, parce qu'on n'est pas du tout égaux. Sur le plan physiologique, les astronautes ne sont pas du tout égaux sur la façon de perdre de la densité osseuse, de perdre de l'atrophie cardiaque, sur le système visuel, immunitaire, etc.
Certains sont très affectés, certains, ils peuvent se tenir debout à l'atterrissage. Mais je dirais qu'en moyenne, c'est plutôt 6 mois avant d'être prêt à repartir, et en pratique, jamais moins d'1 an après. Mais tout revient bien dans l'ordre, et je te donne juste un exemple pour terminer. Gennady Padalka, c'est un Russe qui a volé 5 fois 6 mois. Enfin, non, la première fois, c'était un peu moins de 6 mois, mais pas loin. C'est-à-dire qu'il a volé presque 2 ans et demi cumulés dans l'espace en 5 fois. Et à chaque fois, quand il est reparti, il était nickel sur le plan médical. C'est-à-dire qu'on n'avait pas à cocher une dérogation sur un des paramètres en disant « oui, ça c'est normal, c'est parce qu'il a déjà volé dans l'espace, donc on sait que c'est normal, mais il est bon pour repartir ». Il repassait tous les critères dans le vert comme s'il passait la sélection médicale pour la première fois. Et il aurait dû voler une 6e fois, et c'est pour des raisons politiques qu'il n'a pas volé. Mais c'est le seul être humain sur Terre qui a volé dans l'espace, en plusieurs fois, l'équivalent de temps que prendra la première mission habitée vers Mars. 2 ans et demi. Waouh. D'ailleurs, enfin moi c'est une question que j'avais pour plus tard, là, d'ailleurs, sur les missions longue durée, est-ce que le corps humain peut tenir le coup? Je peux te dire tout de suite, quand on pose la question aux experts, ils nous disent 2 ans, c'est quelque chose qu'on saurait maîtriser. 2 ans. Mais au-delà, il y a des choses qu'on n'est pas sûr. Ça veut dire qu'il faudra probablement adapter certains exercices. Vous savez, par exemple, il y a le SHIBIS, le Low Body Negative Pressure. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce truc-là. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver. Bon, désolé, je n'ai pas retrouvé, je pensais que je l'avais sous la main. Bon, en fait, ce dont je parlais, c'est une sorte de pantalon, caisson, étanche. Vous rentrez la moitié du corps dedans. Il y a une jupe en polyuréthane qui serre très fort l'abdomen, là, ici. Et en gros, la moitié de votre corps est dedans et on fait un vide relatif. On fait un vide relatif à moins 70, moins 80 millibars. Donc, la moitié de votre corps est soumis à une dépression très forte par rapport au reste du corps. Ça fait gonfler les jambes et ça aspire le sang. Fait revenir le sang vers le bas du corps comme le fait la gravité quand on est debout, la pesanteur. C'est une façon pour le système cardiovasculaire de lui réapprendre à gérer le sang qui a envie de descendre dans les chaussettes. Parce que le cœur, quand vous êtes debout, il n'a pas qu'une fonction de circulateur. Quand vous êtes allongé, le cœur, il fait juste que faire circuler. Mais quand vous êtes debout, le sang qui est un liquide, il a envie de descendre dans les chaussettes. Alors je sais que beaucoup d'entre vous sont souvent à l'envers, dans l'air, mais donc vous avez peut-être eu la sensation inverse aussi. Mais quand vous êtes debout, ce qui fait que votre cerveau, qui est le plus grand consommateur de sucre, d'oxygène et de flux sanguin, commande au cœur d'aspirer du sang pour continuer à alimenter le cerveau. Donc voilà le type d'exercice qu'il faudra pratiquer quasiment tous les jours si on dépasse les 1 an, 1 an et demi. Un jour, il y aura des centrifugeuses, mais je pense que le premier voyage vers Mars probablement ne nécessitera pas la centrifugeuse. Nico. Moi, je vais reprendre la question de Mathieu. Là, hein. Il disait, on est restaurateur, du coup, on se posait la question, comment on fait pour manger dans l'espace? Pour manger dans l'espace. Alors attends, je regarde si j'ai un exemple. Bon, pour le moment, on ne cuisine pas. Enfin, tous les plats sont déjà cuisinés. Les 2 tiers sont lyophilisés, donc il suffit de rajouter de l'eau. Et 1 tiers sont des plats comme ça, thermostabilisés. Donc voilà un exemple. Alors je ne sais pas si... Ah, rice avec du beurre, ouais. Alors vous voyez une pastille de couleur, ouais. Donc c'est ma nourriture. J'étais la couleur bleue lors de mon 2e vol, par exemple. Et en général, les boissons, c'est dans des sachets comme ça, avec une ouverture spéciale là, avec une valve en tire-tour. Une aiguille est enfoncée là-dedans. Et puis ici, vous avez le nombre. Vous avez, j'enlève un peu là. Vous avez toujours la quantité d'eau et si c'est chaud ou froid pour refaire une boisson. Donc c'est de la poudre dedans. Et là, vous voyez, c'est du jus d'orange pamplemousse. Voilà. Non, c'est pas un apple. Orange. Ananas. Donc, en fait, tout est déjà préparé. Donc,
on n'a pas à cuisiner et chacun choisit à l'avance, en fonction de ce qui lui plaît, les menus. Parce qu'avant le vol, on teste un peu tous les plats qui existent, toutes les boissons qui existent. Moi, je pensais que j'avais un menu déshydraté, mais je ne le vois pas là. Pour simplifier, c'est comme en camping ou en randonnée. Vous partez en randonnée longtemps, il faut maximiser le taux nutritif, minimiser les déchets. Donc, ce sont des plats à faible résidu. Et en général, le corps profite au maximum du contenu qu'il y a dans ces sachets. Mais la variété est très grande. Donc aujourd'hui, les astronautes ne se plaignent plus de la régularité, toujours les mêmes plats. C'était le cas il y a 30-40 ans. Les Russes, toutes les semaines, c'était exactement les mêmes menus tous les jours. Ça revenait toutes les semaines. Je peux juste demander si c'est assez copieux? Ah oui, on peut... En général, on mange un peu moins que ce qui est prévu par repas, mais certains sont gourmands et c'est rare, mais quelques astronautes ont pris du poids pendant leur mission, mais c'est rare. Wow, ok, merci. Il y a régulièrement des grands chefs mettent au point des plats particuliers. Donc, alors Alain Ducasse, lui, il a gagné ses galons de cuisinier pour l'espace. Il est fournisseur régulier, même quand il n'y a pas d'astronaute européen, de certains plats pour l'ISS. Et puis, on a eu Thierry Marx. Il y a eu aussi un grand chef anglais qui a été, une fois, il a gagné le titre du plus grand chef au monde. Je ne me souviens plus de son nom, quand un Anglais avait volé dans l'espace. Mais c'est l'occasion pour les chefs d'inventer, de créer et d'innover. Mais enfin, c'est pas un problème. Voilà, la nourriture, c'est pas un problème. On mangera jamais de quelque chose de très très fin. Ce sera jamais très gastronomique. Mais c'est suffisamment varié pour qu'il y ait le choix et que chacun puisse manger ce qu'il aime. Alors bien sûr, le choix, c'est pas à bord, il ouvre, tiens, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Chacun sait à l'avance qu'est-ce qui va être envoyé pour lui en particulier. Parce qu'avant la mission, on teste un peu tout, on met des notes. Et en fonction des plats et des boissons sur lesquels on a mis les meilleures notes, eh bien, sont composés nos menus. Alors, il y a les diététiciens qui calculent le zinc, le potassium, le magnésium, les calories, et ils nous disent, là, il y a un peu trop de ça, ou il n'y a pas assez de ça, et ils proposent, en fonction de ce qu'on aime le mieux, de compléter ou de légèrement ajuster notre proposition de menu. Il devait être là, c'était Philippe, le pilote. Lui, il m'a envoyé par texto, il demande, y a-t-il un avenir pour le programme spatial européen, ou le plan est-il de continuer à dépendre des autres nations? Et il dit par exemple, l'Inde est en train de regarder pour faire des vols habités. Alors, je comprends sa question. Il sous-entend, y a-t-il un avenir pour le transport spatial? Parce que, quel que soit le programme spatial, il y a une fonction qui est indispensable, qui n'est pas une fin en soi, mais qui est la plus difficile à maîtriser, c'est ce qu'on appelle le transport spatial, la science des fusées. Pour mettre un objet dans l'espace, quel qu'il soit, il faut passer par une fusée. Et mettre au point une fusée, lancer une fusée, c'est compliqué. Lancer une fusée, c'est comme tenir un crayon en équilibre sur votre doigt, comme ça, et l'accélérer violemment vers le haut. Voilà. Et essayez, c'est très difficile. Tous les constructeurs de fusées orbitales ont tous connu des échecs au début parce que c'est très difficile. Donc, l'Europe a depuis longtemps un programme de vol habité dans l'espace et qui est de très haut niveau. Mais on ne s'occupe pas de la partie de transport. On a essayé il y a 30 ans, il y a 20 ans, on a essayé de lancer le programme spatial Hermès. J'ai beaucoup travaillé d'ailleurs sur un projet de mini-navette spatiale européenne qui malheureusement a été arrêté pour plusieurs raisons politiques, budgétaires. On aurait eu comme ça notre transporteur d'astronautes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les astronautes européens, en fait, et depuis toujours, ne sont transportés que par les soviétiques au départ, puis devenus russes, ou les capsules Soyouz, ou la navette spatiale américaine, et bientôt les futurs vaisseaux américains. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'avenir dans les vols habités. L'Europe a démontré une position, elle a une place à la fois dans ses capacités industrielles, techniques, technologiques. On a certains éléments dans lesquels on est au moins aussi bon, sinon parfois meilleur que nos partenaires. Donc nous sommes des partenaires reconnus comme très fiables, très performants, et on continuera à envoyer des hommes dans l'espace. Maintenant, la question, est-ce qu'un jour l'Europe se dotera de son propre moyen de transport d'astronautes? Ce n'est pas au goût du jour aujourd'hui, mais on n'a pas totalement abandonné l'idée, puisqu'il y a des groupes de travail qui continuent régulièrement à voir quelle pourrait être la meilleure façon pour les Européens de se doter d'un moyen de transport d'astronautes. Par capsule, par fusée, où on prend la capsule des uns et on utilise notre fusée Ariane,
où on développe une capsule qu'on lance avec une autre fusée. Par exemple, l'idée d'utiliser la capsule indienne et de la lancer avec notre lanceur Ariane en partenariat, ça peut être une idée. Mais donc, il n'y a pas dans l'avenir proche de perspective de transport d'astronautes par des moyens européens. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je fais la pub, mais... Vas-y, fais la pub. Voilà, c'est un livre que j'ai écrit avec un ami, L'histoire de la conquête spatiale, et qui raconte toute l'histoire des vols habités sous forme d'almanach. C'est-à-dire que c'est... Pour chaque événement clé dans l'histoire des vols habités, il y a 2 pages, texte à gauche, photo à droite, sous forme d'almanach. Et il y a que des et parfois il y a des encarts qui ne sont pas liés à l'histoire, mais qui répondent à toutes les questions classiques qu'on pose aux astronautes. Par exemple, celui-là, c'est un encart sur voilà. L'entraînement à la survie. Alors, ça, c'est pas lié à l'histoire, mais c'est avec une seule photo, un petit texte, ça répond. Et tous les droits sont reversés à une association. Attendez, je vais modifier l'éclairage ici. Voilà. Voilà. Tous les droits sont reversés à une association de protection de l'océan que je parraine en Polynésie française. Voilà. Super. Donc, si ça vous intéresse, vous lisez. Et si vous voulez, vous me l'envoyez. Passez par Greg. Et moi, je vous le dédicace et je vous le renvoie. Trop sympa. Il y a beaucoup de réponses à vos questions là-dedans. On voulait proposer à Coralie là, de refaire une dernière question. Je me demande si vous pensez que trouver une autre planète viable, c'est un but atteignable. Alors, c'est intéressant comme question. On cherche. On n'a pas trouvé, mais on a de bonnes raisons de penser qu'il existe probablement des planètes de type Terre tournant autour d'autres étoiles. Maintenant, la perspective d'y accéder, nous-mêmes humains, ça c'est très remote, c'est de la science-fiction aujourd'hui, mais les lois de la physique ne nous interdisent pas de penser que ce sera possible un jour. Mais on cherche, ne serait-ce que pour savoir si la vie est possible ailleurs. Mais on n'a pas encore trouvé les moyens de courber l'espace-temps pour, à moins d'inventer un vaisseau dans lequel des générations se renouvellent 100 fois ou 1000 fois à bord, sans rien voir d'autre que le vaisseau, jusqu'à ce qu'on arrive sur place. Mais c'est intéressant d'y penser, d'y réfléchir, et rien n'interdit de penser que ce sera possible un jour, peut-être dans 100 000 ans ou 1 million d'années, hein, si on n'est pas trop idiot comme en tant qu'espèce humaine. Vous savez pourquoi tu sais pourquoi les dinosaures ont disparu? Il me semble que c'est une catastrophe naturelle, il me semble. C'est parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial. Yes, bah écoute, on va te libérer. Et au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci. Soyez be safe, hein, be safe.